À quelques mètres de la place Rouge, un mémorial pour les victimes russes de la guerre en Ukraine. C'est la première image forte de mon retour en Russie. Cela fait 3 ans que je ne suis pas venu en Russie faute de visa. Et me revoilà ici à Moscou qui sera le point de départ d'un voyage à travers ce pays de plus en plus isolé. Et ce voyage nous mènera depuis Moscou, la capitale, jusqu'à Vyborg. Vyborg, c'est la frontière avec la Finlande, c'est donc aussi la frontière avec l'Union européenne et avec l'OTAN. Le visiteur que je reste ne résiste pas au plaisir de revoir ce décor autour du Kremlin, où Vladimir Poutine vient de célébrer en grande pompe les 80 ans de la victoire de 1945. Je filme discrètement des soldats du front ukrainien en permission ou des gradés de l'armée du Kirghizistan qui posent fièrement. Toutes les manifestations d'opposition à la guerre et au régime y sont interdites. En revanche, on laisse cet homme faire la propagande du régime. La Russie veut la fin de la guerre. On essaye d'unir et de renforcer la société autour de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Et nous voulons que la Cour suprême de Russie juge les actes de Gorbatchev et qu'elle condamne la sortie de l'Ukraine de l'Union soviétique. Et c'est pour cela que l'on recueille des signatures. Parmi tous les reportages que j'ai réalisés en Russie depuis près de 30 ans, il y en a un qui résonne encore plus aujourd'hui. C'était en janvier 2011 à la radio Echo Moscou, une des seules voix indépendantes dirigée par Alexei Venediktov. Je le retrouve dans le modeste bureau de Moscou d'où il travaille toujours pour des sites internet, mais la radio a fermé au lendemain de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Ah, il y a Chirac dans mon studio. Le président Chirac et le président Clinton dans notre studio. Écho de Moscou, c'est ça. Il y a Poutine, bien sûr, aussi. Je pense que c'est ce que reste. Moi, pourquoi j'ai resté? Il y a beaucoup de gens, notre auditeur, qui dit merci que vous ne nous quittez pas, que vous partagez les menaces que personne, les dangers qui, aussi pour nous. Ici, les gens qui résistent, ils veulent avoir le soutien par les paroles. Ils savent qu'ils connaissent qu'ils ne sont pas seuls. Ils nous écoutent. Ils comprennent qu'il y a les gens qui pensent comme eux, qui disent les choses vraies, qui disent la vérité et qui ont l'espérance, parce que quitter, ce n'est pas l'espérance. Je retrouve avec émotion dans les archives d'Arte une séquence de mon reportage de 2011. Alexei Venediktov est resté très proche de Mikhail Gorbatchev. Cet après-midi, l'ancien dirigeant le reçoit au siège de sa fondation, avec Dimitri Muratov, le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, qui lui demande pourquoi la télévision, contrôlée par le pouvoir, le critique autant. Eh bien parce que Gorbatchev, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est un système dans lequel il existe un parlement qui est réellement actif, un pays avec des tribunaux indépendants, le multipartisme, le pluralisme d'opinion, la libre propriété, etc., etc. Mikhail Gorbatchev est mort en 2022. Dimitri Muratov du journal Novaya Gazeta a reçu le prix Nobel de la paix. Lui non plus n'a pas quitté la Russie, mais les deux journalistes sont affublés du statut infamant d'agent de l'étranger. Dès le premier jour de ce retour à Moscou, j'apprends que dans le couloir de la station de métro Taganskaya, on vient de remettre en place un bas-relief à la gloire de Staline. Je descends, je filme avec mon téléphone et je vois la réaction des moscovites. Certains font des selfies, d'autres ont l'air atterrés. Moi aussi. La dernière fois que j'avais filmé une statue de Staline, c'était au musée du Goulag à Moscou, aujourd'hui fermé. Moscou en 2025 ne donne pas l'image d'une capitale d'un pays isolé. Ce sera pour moi la grande leçon de ce reportage. La Russie est certes coupée de l'Occident, mais son économie s'est adaptée et le pays s'est tourné vers l'Asie. Le plus spectaculaire est l'arrivée des voitures chinoises avec des marques à peine connues en Europe. Sur l'avenue Leningradskaya, à la sortie de Moscou,
de nouveaux noms sont apparus sur les concessions automobiles. L'autoroute vers Saint-Pétersbourg est magnifique, mais son péage élevé. Premier arrêt, la ville de Klin, où j'ai rendez-vous avec une restauratrice de statues de l'époque soviétique. Si Staline est de retour dans le métro, si Vladimir Poutine glorifie l'URSS, sa grandeur, sa puissance de l'époque, le retour de cette esthétique qui avait été rejetée par Mikhail Gorbatchev est un signe. L'accueil par Elena est chaleureux. Durant tout ce voyage, il n'y aura jamais d'animosité vis-à-vis de l'occidental que je suis. Oh, merci beaucoup. Bienvenue. C'est un hasard. Elena est justement en train de restaurer une statue de Staline. Quand je travaille, l'objet prend vie. Il retrouve son âme. Et moi, je retrouve dans ma mémoire des moments liés à cette personne. C'est bien fait. Je pense à toute l'époque soviétique. On la garde dans nos cœurs. Elle est toujours en nous. C'est notre histoire. 4 millions de morts sous Staline, les purges des années 30, le goulag. Il fallait sacrifier ces martyrs pour sauver la patrie. Staline est réhabilité, c'est lui le héros de la victoire de 1945. Le reste est occulté. Oui, c'était sanglant. Des proches, des parents, des enfants. Mais c'est comme ça qu'on a atteint la victoire. Et aujourd'hui, nous sommes aussi reconnaissants envers les gars qui nous défendent en cette période d'instabilité. Mais Elena est avant tout admirative du style soviétique. Son collègue Mikhail est né dans une famille d'artistes qui avait beaucoup travaillé sur l'iconographie de l'URSS. La société occidentale, le monde occidental, vous en particulier, vous avez bien fait de venir. Et j'aimerais bien que vous ouvriez les yeux. Ce n'est peut-être pas comme ça qu'il faut le dire, mais je sens qu'il y a un manque de dialogue et vous restez avec vos préjugés. Les Occidentaux ont leurs problèmes à régler chez eux et au lieu de ça, ils se mêlent de conflits qui ne les regardent pas. Au hasard de la route, au bord de la Volga, je retrouve cette Russie éternelle, mais aussi un pays qui s'est développé ces 30 dernières années avec une classe aisée qui sort son hors-bord, le printemps venu. Autour de l'église de Gorodnia, sur le monument aux morts, des photos de ceux du coin qui sont tombés en Ukraine. Mais parler de cela devant un journaliste occidental est difficile. Non, pas de commentaires là-dessus, mais ça fait mal pour les gars, pour les jeunes gars, même ceux qui en sont revenus, ils sont dans un tel état psychologique affreux, alors on ne veut pas en parler. Il ne faut jamais que ça arrive, la guerre. Vous n'avez pas d'autres questions? Merci à vous. Au revoir. Dans la Russie dirigée par Vladimir Poutine, il y a des sujets dangereux. Au bord de la route, des affiches à la gloire des soldats russes qui se battent aujourd'hui en Ukraine. La première grande ville où j'arrive, c'est Tver, plus de 400 000 habitants. Lénine est toujours bien là, les touristes russes adorent, et dans la rue piétonne, un accordéoniste joue un air bien connu. Et je me demande ce qu'ils pensent des Occidentaux. Ce sont eux qui se sont éloignés de nous. Ce sont eux qui nous ont mis des sanctions sur le dos. On n'y est pour rien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'Occident qui a commencé à nous isoler. C'est comme ça. Tver est une ville intéressante pour son patrimoine industriel. Un quartier de la ville s'appelle toujours Prolétariat. Et aujourd'hui, la jeune génération le visite, un casque sur les oreilles. Посмотрите. На момент постройки это было единственное пятиэтажное здание в Твери и ее окрестностях.
В те годы я не замечал красоты этого места, а согласитесь, в нем есть обаяние, в нем есть душа. À l'initiative de ces visites de la cité ouvrière, Ilya, animateur culturel de la ville. Ces promenades numériques, interactives, immersives, oui, c'est tendance. Parmi les visiteurs, Olga, venue de Moscou. C'est la grandeur de cette histoire qui m'attire. Regardez tous ces logements, ces foyers. C'est notre histoire et cela m'intéresse. Je réalise une fois de plus que la vie des Russes continue dans une certaine insouciance, voire une forme de déni de ce qui se passe sur le front à 800 km de là. Il y a la guerre, on le sait. Et en même temps, on continue à vivre notre vie. Vous vous y êtes habitué? Finalement, oui. Les Russes voyagent maintenant dans leur pays, ils découvrent leur patrimoine et des activités touristiques comme l'urbex se développent. Non, je dois dire que mon business marche fort en ce moment, alors que nous sommes en pleine tragédie. Cela me gêne de vous dire que tout va bien dans les circonstances actuelles. En repartant, je croise au pied d'un de ces immeubles un pique-nique à la russe. Ils écoutent des chansons rebelles et ils portent un t-shirt en soutien aux soldats russes en Ukraine. Aujourd'hui, je porte celui-là, demain un autre. Ça ne veut rien dire. Mais d'un autre côté, je suis patriote de mon pays. Pour moi, c'est important. Nous sommes contre tout ça. On ne pouvait pas imaginer que ça allait durer aussi longtemps. On a déjà perdu beaucoup d'amis. C'est très dur. Nous, les parents, on s'inquiète pour nos enfants. On ne veut pas qu'ils vivent tout ça. On ne veut pas qu'ils y participent. Ce jour-là, un club de Tver accueillait le groupe Yagoda, qui veut dire la fraise. Leur répertoire est en russe, un choix que Yulia et Xenia assument, et même si elles ne se produisent pas à l'étranger, elles ne se sentent pas exclues. Quels que soient les vents qui soufflent ici en ce moment, je reste dans mon pays. Je continue à aimer ma culture. C'est ma vie. C'est le sens de ma vie, mon travail. Et en fait, je me sens assez libre. Nous, on ne parle pas de l'actualité politique, des mouvements sociaux et tout ça. Alors c'est facile pour nous. On est inspiré par les contes de fées, par notre folklore. Une identité russe retrouvée, assumée, heureuse. Nous sommes loin, très loin de l'Ukraine. En passant par Valdaï et son parc naturel, je découvre cette tour Eiffel. L'effet est saisissant, surtout quand je remarque qu'elle a été peinte aux couleurs de la Russie et que l'aigle bicéphale, symbole du pays, a été posé à son sommet. Souvenir d'un temps où le pays de Poutine et la France se tendaient la main. Je suis à la moitié du chemin entre Moscou et Vyborg et je me dis qu'il faut essayer de comprendre l'impact de la guerre dans ces villages de la Russie profonde. En ligne, nous apprenons que quelques jours plus tôt, un soldat avait été enterré dans le cimetière du village de Mtchensi. Voilà la tombe du soldat Alexandre Koudela, 47 ans, mort en Ukraine en octobre 2024, enterré le 14 mai 2025. Un habitant connaît sa famille, il sait où habite sa mère.
Allez tout droit, tournez à gauche, vous verrez les poubelles. C'est le premier bâtiment de 3 étages, à l'entrée numéro 1, au dernier étage. Demandez aux gens là-bas, ils vont vous aider. Je pense qu'elle est chez elle. Le village de Mchensi est comme beaucoup d'autres en Russie. Il se dépeuple, les maisons de bois s'écroulent, l'école vient de fermer. Et dans les petits immeubles soviétiques, on survit. C'est au 3e étage à droite. Alors, quand l'armée promet 55 000 € par an à celui qui ira combattre, je comprends que la Russie peut encore envoyer beaucoup d'hommes se faire tuer. Il y aurait eu, selon les estimations, entre 150 et 250 000 morts russes sur le front ukrainien. Madame Koudela ? À peine surprise de l'arrivée de journalistes, elle va d'abord se changer pour donner une meilleure image d'elle-même et de son intérieur. C'était le 3 mai. J'étais avec ma fille en train de laver les tapis dans la cour de l'immeuble quand la voiture est arrivée. Et on m'a présenté ce document. Voilà l'annonce sur le territoire de l'Ukraine à Makivka. Son fils n'a tenu que 2 semaines au front. Il était né en Ukraine car l'ex-mari de Tatiana est ukrainien. Dès qu'on allume la télé, ils disent que ça va s'arrêter très bientôt. Poutine, il est pour des discussions, et l'autre, il ne veut rien entendre. Moi, j'arrête pas de gueuler sur Zelensky. Et Poutine, il fait tout ce qui est possible. Quand le fils est parti, je regardais la télé tout le temps. Je l'allumais et je me mettais à pleurer jusqu'à en devenir folle. Irka, ma fille, me disait de ne pas regarder. « Je t'en prie, s'il te plaît, ne regarde plus. » Mais comment ne pas suivre ça? Quand on annonçait les échanges des prisonniers, je me disais que peut-être mon petit Sacha était parmi eux. Et mes filles cherchaient tout le temps sur Internet. Et elles me disaient « On ne trouve pas le nom de Sacha, maman. » J'espérais toujours, jusqu'à ce que j'ai cette annonce. Voilà, c'est comme ça. En mars 2022, quelques semaines après le début de ce que la Russie appelait alors l'opération militaire spéciale, le mot de guerre était interdit. J'étais passé par Veliki Novgorod, une ville historique pour la Russie. Devant l'université où il travaillait, j'avais croisé Artyom Alexeyev. Le revoilà 3 ans plus tard. En 2022, il affirmait que la Russie allait tout simplement s'adapter. Où voyez-vous un isolement? Si on regarde nos collaborations avec l'Afrique, l'Inde, la Chine, nous ne sommes pas isolés. On parle d'isolement par rapport à l'Occident, oui, c'est une réalité. Il y en aura, mais cet isolement nous pousse dans les bras de nos partenaires en Asie. Alors on va prendre cette direction pour évoluer. Vous êtes comme une comète qui revient. On s'était croisés il y a quelques années et nous revoilà. Mais ce que je voulais vous proposer cette fois, c'est de ne pas rester ici, dans ce décor d'une ville ancienne. On a aussi une autre Novgorod, une ville qui développe son université. Nous voilà dans un lieu qui s'appelle le Centre intellectuel, scientifique et technologique Valdai. Je voulais vraiment vous amener ici. Ce n'est pas une église, mais le temple des sciences. Car la Russie de Poutine, c'est aussi un pays qui a investi dans ses universités. Et les Russes reconnaissent ce bienfait. Aujourd'hui, Artyom fait le bilan de ces 3 dernières années. Je dois reconnaître que pendant toutes ces années, on a eu peur. C'était l'incertitude, on ne savait pas où cela allait nous mener. Quand je vous disais qu'on allait y arriver, je voulais peut-être me montrer brave. Quand je disais que l'on suivait notre propre chemin. Mais là, je constate qu'on y est arrivé. On a aussi compris que les sanctions ne fonctionnaient pas comme prévu par l'Occident. L'économie russe ne s'est pas écroulée malgré les 16 paquets de sanctions décidés par l'Union européenne. Il n'est pas certain que la Russie pourra encore tenir longtemps ainsi,
mais je n'ai pas retrouvé un pays en crise économique majeure. Les réserves permettent encore de payer pour réarmer et envoyer des centaines de milliers d'hommes à la boucherie. L'autoroute vers l'Occident contourne Saint-Pétersbourg. La dernière étape de ce voyage de 850 km emprunte la route européenne E18 qui reliait la Russie à Helsinki. Mais la frontière est fermée, la région est sous tension depuis que la Finlande a rejoint l'OTAN en 2023. Des photos satellites font état de manœuvres de l'armée russe dans cette région. Mais il est strictement interdit de filmer au-delà de ce panneau. Le FSB qui contrôle les zones frontières ne m'a pas donné l'autorisation d'aller plus loin. Mon voyage s'arrêtera donc dans la ville de Vyborg, un temps finlandaise devenue soviétique en 1945, russe aujourd'hui. Le style y est différent et là aussi les touristes russes affluent dans le joli centre-ville, mais il n'y a plus de Finlandais. Une affiche qui fait le lien entre 1945 et aujourd'hui appelle les Russes à s'engager dans l'armée, moyennant finance. Je rêvais d'entrer dans la bibliothèque construite par l'architecte finlandais Alvar Aalto dans les années 30, mais ma demande est restée sans réponse, comme toutes celles que j'ai faites auprès des institutions officielles du pays. J'ai rendez-vous avec Gleb, qui s'est installé dans une maison de l'époque finlandaise. Bonjour. Nous voilà. Et me voilà. Réalisateur venu de Saint-Pétersbourg, Gleb est tombé amoureux de cette maison du 19e siècle, qu'il a restaurée dans l'esprit de cette époque. Il aime la faire visiter. J'ai retrouvé sur Internet l'arrière-arrière-petite-fille de M. Oursine qui a construit cette maison. Elle m'a envoyé des photos numérisées, je les ai imprimées pour cet album. Cet album, c'est celui de mes ancêtres. Gleb y a réuni les deux familles, la sienne et celle qui est là-bas, de l'autre côté de la frontière. La famille finlandaise n'a pas encore vu cet album. Peut-être qu'ils ne savent même pas qu'il existe. Et pour ne rien vous cacher, je serais tellement content s'ils pouvaient venir. J'espère que cela arrivera bientôt, mais pour le moment, on ne s'est jamais rencontrés. Gleb est comme beaucoup de personnes que j'ai eu la chance de rencontrer en Russie. Cultivé, ouvert, mais prisonnier d'un système qu'il ne peut pas dénoncer. Il m'emmène à travers cette ville, autrefois cosmopolite. Pour la Russie, ici c'est un lieu unique. Vyborg, c'est un port commercial. Ceux qui faisaient du commerce, pour eux, c'était normal de parler 4 langues au 19e siècle. L'allemand, le suédois, le finnois et le russe. C'est très européen, c'est vrai. Devant moi, c'est la baie de Vyborg, vers la mer Baltique. Les navires sortent par là du port et ils prennent la route vers l'Europe, la Finlande. Saint-Pétersbourg est par là, la Finlande par là, et au-delà, c'est le reste du monde. Il n'a pas choisi l'exil, comme tant d'autres depuis le début de la guerre en Ukraine. À sa façon, il se bat pour une Russie différente. Ici, ce n'est pas le début, ce n'est pas la fin. Il y a une continuité du monde, de l'espoir pour une vie meilleure, un meilleur avenir, plus d'ouverture, plus de compréhension mutuelle. Sans cela, on ne pourra vivre nulle part. Je suis heureux de terminer ce reportage avec une si belle parole. Heureux d'avoir pu les entendre et tenter de les comprendre. Mais je suis triste de constater qu'il y a un mur qui nous sépare à nouveau de la Russie.